Démarrage. Ah, c'est démarrage, d'accord. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire Wellness Training de l'année 2025. Donc je commence d'abord par vous souhaiter à tous une excellente année 2025, pleine de joie et pleine de sérénité. Donc nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir avec nous Marc Guimot, qui est un skipper que vous devez tous connaître, skipper de course au large très connu, qui a fait plusieurs fois le Vendée Globe et notamment en 2008 a terminé 3e. On est en plein en train de percuter l'actualité du Vendée Globe parce que j'imagine que vous avez suivi l'actualité avec l'arrivée de Charlie Dalin et de Johan Richomme qui viennent d'arriver. Et on a pensé avec l'équipe Wellness Training que c'était vraiment intéressant d'avoir le témoignage de Marc, son regard sur justement cette course, cette actualité qui vient d'arriver, et également qu'il puisse nous en parler, de nous parler de tout ce que finalement ces modèles de skippers de course au large peuvent nous apporter à nous, parce que ce sont des êtres humains comme nous, et que finalement, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent avoir à dire sur cette expérience complètement, a priori, inédite, mais finalement, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses malgré tout en commun et qui peuvent se partager. Donc, Marc, merci d'être là. Alors d'abord, on te voit un petit peu loin. Où est-ce que tu es exactement ? Oui, bonjour à tous et meilleurs vœux à tous. Eh bien là, alors le décor, on l'a pas fait spécialement pour ce webinaire, mais en tout cas, on est à la Dominique. On est dans un petit mouillage très, très paisible sous le vent de la Dominique. C'est une île qui est entre la Guadeloupe et puis la Martinique, voilà. Et donc, on s'est arrêté ce matin pour participer à ce webinaire et pour être sûr que tout se passe bien et puis pouvoir évoquer un peu toutes ces histoires de Vendée Globe d'il y a quelques années lorsque j'y participais, et puis surtout de l'actualité du jour avec les arrivées successives de Charlie et de Johan Richomme. Alors, merci Marc. Alors, on est aussi avec Michel Rota, qui pourra vous parler aussi un peu de son expérience, justement, à la fin, qui va parler de son expérience pas de la course, mais du large, puisqu'il vient de traverser l'Atlantique et de débarquer en Martinique depuis la Trinité-sur-Mer. Marco, donc peut-être que tu peux commencer par nous faire un petit résumé, un petit brief de cette actualité du Vendée Globe. Oui, bah alors, je pense que tout le monde a entendu parler, je pense, du Vendée Globe, et puis surtout de ce qui s'est passé là depuis quelques jours avec les arrivées de Johan Richomme et avant de Charlie Dalin. Ça a été un moment historique. Pour moi, c'est un moment historique dans la voile. Ça va vraiment marquer l'histoire de la voile puisque Charlie Dalin a amélioré le record de pratiquement 10 jours, en 9 jours, enfin 9 jours et des brouettes, celui qui était détenu par Armel Lecléache en 2016. Voilà. Donc là, le temps qu'il a réalisé en 64 jours, c'est juste extraordinaire. C'est à peu près non, c'est même meilleur du temps que faisaient les premiers ultimes qui ont fait les records autour du monde, ce qu'on appelait le trophée Jules Verne. Donc c'est un exploit sportif, c'est un exploit humain, c'est un exploit d'équipe qui est extraordinaire. Et moi, ce qui m'a vraiment bluffé, ce qui m'a vraiment marqué dans ces arrivées, autant de celles de Charlie que de Johan Richomme, c'est la fraîcheur et des deux bateaux, et la fraîcheur des deux bonhommes surtout. Ce qui montre que, ce qui dévoile en tout cas l'intensité ou l'engagement qu'ils ont eu pour se préparer à cette course. Voilà. Et ça a été, et on sait quand on creuse un peu que ces deux bonhommes, ces deux grands skippers, se sont préparés en équipe avec des équipes compétentes, avec de multiples compétences et qui ont pu faire ce tour du monde avec des bateaux en bon état du départ jusqu'à l'arrivée. On a entendu les commentaires des deux. Ils avaient des bateaux à 100%, ce qui n'est pas le cas parce qu'on voit encore que
au large, loin derrière. Il y a encore pas mal de soucis techniques sur les bateaux, les bateaux qui sont encore en mer. Et eux, ils sont arrivés sans souci. Et c'est vraiment grâce à cette préparation, le travail d'équipe qui a été fait en amont. Tu veux dire que la technique a pris en performance beaucoup d'un point de vue de la construction des bateaux, entre autres? Ouais, enfin, il y a deux choses. Il y a la construction de bateaux. Globalement, les bateaux sont bien construits. Et on n'est plus dans l'aléatoire. Aujourd'hui, on est vraiment il y a beaucoup de compétences. Mais la préparation des bateaux, c'est vraiment de l'expérience humaine avec des gens plus âgés, des gens plus jeunes. Et c'est tout cet assemblage qui fait que les bateaux sont bien préparés, que rien n'est laissé au hasard. Et quand on écoutait Charlie Dalin à son arrivée, il a eu des petits soucis. Et grâce aux pièces de rechange qu'il avait pu avoir, ou aux outils, ou au kit de stratification pour faire du composite, qui avait été préparé à bord, mais il a pu gérer tout et finir sa course avec un bateau à 100%. Donc en fait, c'est la préparation en amont qui a été primordiale dans la finalité, dans sa victoire, pour aller jusqu'au bout sans souci. Oui, parce que ce que je vois, c'est que les bateaux durent très longtemps, puisqu'il me semble que le tien, celui que toi tu as utilisé en 2008, est en train de courir, et qu'il a déjà couru au dernier Vendée Globe avec Yannick Bestaven, et que là, il est encore là. Et donc, il n'est pas dépassé. Alors, il n'est pas tout à fait devant, mais il est quand même toujours là. Donc, quelle robustesse de construction quand même. Oui, mais c'est vrai que ces bateaux, ils durent longtemps. Le premier bateau qu'on a eu, Safran, c'est Isabelle Josse qui en est le skipper ou la skippeuse sur les couleurs de MSSF. Et puis le second qu'on a fait, c'est Damien Seguin qui l'a. Et c'est vrai que ces bateaux sont toujours en mer et sont toujours en course. C'est ce qui montre bien la fiabilité des bateaux. Mais bon, là, on parle de construction et là, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Les chantiers sont compétents, on fait des belles choses. Mais je parle surtout de ce qui est fait par les équipes après, les équipes de chacun des skippers, et qui font un boulot de dingue pour tout prévoir. C'est-à-dire ce qui risque de casser, ce qu'il faudra remplacer, les usures, les machins, les trucs, et qui permet à un skipper un peu bricoleur, un peu autonome, d'aller jusqu'au bout. Et quelquefois, il faut jouer un peu les MacGyver, mais en tout cas, en jouant les MacGyver avec le matériel qu'on a en sol sur les bateaux, eh ben, on arrive à aller jusqu'au bout et d'exploiter son bateau à 100%. Ouais, parce que tu nous dis quand même que voilà, il y a vraiment de l'équipe, c'est vraiment un sport d'équipe en fait. Ah bah complètement. Aujourd'hui, on parle. C'est vrai que le projecteur, il est vraiment mis sur le skipper, et en fait, ça cache ou ça montre en deuxième rideau un énorme travail en équipe. Et c'est vrai que le Vendée Globe, on parle de course en solitaire, sans assistance, sans aide, sans arrêt, sans escale, sans rien du tout. Sauf que pour arriver à ça, il faut avoir des gens solides derrière qui ont tout prévu, qui ont tout anticipé, et qui ont fait en sorte que le bateau puisse déjà être au départ en toute performance, et qui puisse tenir les 2 mois, parce que j'allais parler de 3 mois, mais maintenant on parle de 2 mois sur un tour du monde, dans une grande intensité de vitesse. Et qu'il arrive en bon état et prêt, j'allais dire presque prêt à repartir. C'est pas vraiment le cas, parce qu'il y a forcément des choses à voir, mais en tout cas, non, il faut vraiment souligner que le Vendée Globe, c'est une course avant tout d'équipe. Et quand je parle d'équipe, c'est en amont de la course. Alors, j'imagine qu'il y a dû y avoir une préparation aussi physique des skippers avant leur départ, pour pouvoir arriver après quand même 2 mois ou 3 mois pour beaucoup, enfermés à l'intérieur d'un petit cockpit comme ça. Comment est-ce qu'ils font pour tenir? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de leur préparation et de ce qui se passe d'un point de vue physique pour eux pendant ces... Est-ce qu'ils font énormément d'activités? Est-ce qu'ils sont plutôt... Est-ce que les choses sont maintenant très automatisées? Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils restent... Voilà, c'est vraiment... on se pose la question aujourd'hui. Ouais, alors, ce qu'on pourrait, si on en faisait un peu une caricature, on pourrait dire que quelqu'un qui revient du Vendée Globe, il est
élargi comme ça au niveau des épaules et autrement il a des mollets comme ça. Voilà. J'exagère un peu, mais parce qu'en fait pendant tout le Vendée Globe, il faut beaucoup manœuvrer, il faut hisser des voiles, il faut les affaler, il faut les manœuvrer devant, et donc ça demande beaucoup d'intensité, d'effort physique. Par contre, on ne marche plus beaucoup et surtout sur les bateaux à foil, les bateaux comme celui de Charlie Dalin et de Yuan Richaud, et bien d'autres encore qui sont en mer. Les bateaux sont tellement brutaux, les à-coups, les accélérations, les décélérations. En fait, une fois que les manœuvres sont terminées, on a plutôt tendance à s'asseoir et se mettre dans un baquet un peu bien calé pour essayer pour éviter de s'abîmer les vertèbres. Parce que je parle vraiment les impacts sont vraiment très très violents. Et ce qui donne des pertes musculature, surtout au niveau des jambes. Et c'est pour ça qu'avant des courses comme le Vendée Globe, il y a vraiment une vraie préparation physique de chacun des skippers. Il y a beaucoup de vélos et ça, c'est vraiment un domaine que vous, chez Wellness, vous connaissez. Se préparer et se renforcer au niveau, au niveau des jambes, des cuisses, en sachant que tout ça va énormément diminuer pendant la course. Donc il faut vraiment aussi, ça paraît évident d'avoir une hygiène de vie et ça c'est un peu la normalité, disons. Mais en tout cas, il y a beaucoup. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les skippers d'aujourd'hui, ce sont des vrais sportifs de haut niveau, avec des entraînements intenses, une vraie préparation, un vrai sérieux et un vrai suivi dans leur préparation physique. Ils sont suivis, il y a des coachs sportifs, il y a même des coachs mentaux. Enfin, il y a toute une équipe aussi qui prépare ces sportifs, même au niveau de l'alimentation, pour que pendant la course, les skippers ne perdent le moins de poids possible. Ça, c'est vraiment primordial. Et puis qu'à l'arrivée de leur Vendée Globe, que leurs jambes ne soient pas que des rayons de bicyclette. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail énorme en amont de la course. Mais ce qu'on voit quand même, c'est quand même une démonstration in vivo de ce que la sédentarité produit. C'est-à-dire que ne pas marcher pendant... On voit, alors que ce sont des sportifs de haut niveau, on voit ce que le fait de ne pas marcher, donc de rester immobile pendant 2 mois, ce qui n'est pas énorme hein, finalement, produit. Et ça, c'est très impressionnant. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très impressionnant. Et évidemment, ça fait écho avec nos vies à nous, où on est... Alors nous, on n'est pas assis toute la journée, mais ça dure beaucoup plus que 2 mois, notre temps de travail, notre temps qu'on passe assis. Donc, moi, j'ai été très frappée par ça, par le fait que ça nous démontrait, si on a besoin de le savoir, à quel point ça peut aller vite et à quel point la sédentarité peut produire des effets rapides sur notre musculature et notre forme. Mais eux, ils bougent quand même. Ils bougent quand même, notamment avec le haut du corps. Ils bougent quand même, et il y a quand même une hygiène de vie. Il faut quand même beaucoup d'efforts. Et au niveau alimentation aussi, ils ont des choses plutôt équilibrées. Mais c'est vrai que, et on le voit d'ailleurs, quand on a passé beaucoup de temps en mer et qu'on arrive sur un ponton ou sur la terre, on vacille un petit peu. Il y a certainement un petit problème d'équilibre lorsqu'on arrive sur un milieu stable, mais il y a aussi la perte musculaire qui nous fait perdre un petit peu nos repères. Et effectivement, ce qui montre bien d'ailleurs, effectivement, comme on en parlait, il faut les gens qui restent assis toute la journée, il faut vraiment se bouger et se motiver pour faire des exercices. Et c'est vraiment essentiel. Je pense que c'est vraiment un point essentiel on le voit pour les skippers, mais pour tous les gens sédentaires qui travaillent, qui sont toute la journée assis, c'est essentiel pour leur santé, tout simplement. Alors après, il y a évidemment la grande question du sommeil, qui est à peu près dans toutes les têtes, parce que comment fait-on pour ne pas dormir pendant 2 mois? C'est complètement délirant. Ouais. Alors on peut pas. Alors on dit pas on peut pas dormir. Enfin, on se demande comment ils arrivent à dormir dans des tels checkers, parce que les bateaux c'est vraiment voilà. Et en fait, quand on est vraiment fatigué, on arrive à dormir. Bon, mais comment on arrive à tenir des heures, parce qu'il y a des moments il faut être vraiment vigilant, donc il faut surveiller, il faut être. Bon, il y a la motivation de la gagne tout simplement. Et c'est vrai que pour
pour Charlie Dalin, pour Johan Richomme, j'allais dire que c'est plus facile de tenir éveillé parce qu'ils ont la gagne en ligne de mire que peut-être comment il s'appelle, le chinois qui est sur la course, qui fait un très beau truc, mais qui est dans dans une autre histoire. Et j'imagine que lui, en arrière de la flotte, ça doit être beaucoup plus dur de se tenir éveillé. Enfin, c'est pas les mêmes motivations. Donc, tout ça pour mettre en avant que la motivation de l'enjeu fait qu'on arrive à tenir plus longtemps. Voilà. Après, tous les skippers là, qui sont dans les premières places font beaucoup de courses. À chacune des courses, c'est quelque part un entraînement pour la prochaine. Et quand je parle d'entraînement, c'est de savoir à quel moment on peut aller dormir. D'une façon générale, il faut se dire que dès que le bateau fonctionne bien, que la météo est à peu près stable, il ne faut pas hésiter à s'allonger et à fermer les yeux. Voilà. Toutes les minutes prises sont bonnes à prendre. Et en sachant que peut-être une heure après, on sera sur le pont pendant 3 heures ou 4 heures et qu'il faut être au taquet d'une façon assez intense. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de recette. Je dirais que c'est l'entraînement, la motivation et l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est vrai que si on ne s'est pas fixé d'objectif, on se dit la course, on s'en fout, quel que soit le résultat. C'est sûr qu'on va aller dans la banette et on va pas forcément avoir envie de se réveiller une heure après ou 3 quarts d'heure après. Voilà. Donc il y avait vraiment une idée de motivation. Et puis c'est vrai que comme tous ces skippers ont une hygiène de vie qui est quand même assez bonne, ça permet aussi de pas être trop ankylosé par des alimentations trop lourdes, trop pesantes. Voilà. Donc c'est vraiment un bon équilibre dans l'alimentation qui fait aussi qu'on arrive à tenir plus longtemps. Parce que je me souviens de t'avoir vu à l'arrivée de la route du Rhum. Alors c'était moins long, hein, bien sûr, mais quand même, ça a quand même duré un peu. Et tu as rattrapé très vite, en fait, tu as dormi un peu, et puis hop, ça y est, 2 jours après, tu avais l'air frais comme un gardon. Enfin, pas frais comme un gardon, mais je veux dire, on n'avait pas le sentiment que tu étais complètement en déficit de sommeil, quoi. Ouais, mais enfin, c'était juste de l'apparence, hein, parce que on met un peu de temps. Je ne dis rien. Ouais, on met un peu de temps et surtout que sur la dernière route du Rhum, j'étais sur un bateau qui n'est pas forcément le bateau idéal pour faire du solitaire. Et donc j'étais un peu, c'était plus la fatigue due au stress que la fatigue due aux manœuvres. Voilà. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez fatigant. Mais avec l'habitude, c'est vrai qu'on arrive à se recaler et se remettre d'aplomb relativement vite. Mais bon, il faut savoir, moi j'avais l'habitude de dire que la reprise physique, psychologique après l'arrivée d'un Vendée Globe, à chaque fois je disais c'est à peu près 3 mois de course, 3 mois de remise en forme. Mais là, ce que j'ai goûté de Charlie Dalin et pareil de Johan, eux ils parlaient de plutôt 8 mois et l'intensité qu'ils ont vécue, l'intensité de vie qu'ils ont vécu pendant ces 64 et 65 jours de course était tellement intense que en fait même leur horloge interne était complètement bouleversée et ils se connaissent un petit peu et ils savent qu'ils vont mettre vraiment beaucoup de temps à récupérer, même si en marchant sur les pontons, on peut imaginer qu'ils sont qui vont bien, qui récupèrent vite, mais je pense que les 3, 4, 5, 6 mois qui vont suivre, là, qui à partir de maintenant, va leur permettre de se remettre d'aplomb. Et je crois que s'ils ont dit que pas avant le mois d'août, septembre, ils ne seraient pas à 100%, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent et ça va pas de temps. On voit, nous, le temps qu'on met pour se remettre d'un décalage horaire de 4-5 heures ou 5-6 heures. Là, c'est un autre type de décalage, mais c'est quand même du décalage que de dormir par petites phases comme ça, plusieurs fois par jour, etc. Ça aussi, ça ne doit pas être si facile que ça de se remettre de ces siestes, de ces multiples siestes faites en 24 heures. Ben oui, parce que ça engendre beaucoup de choses, en fait. Le fait de faire des 1 heure, 1 heure et demie, 3 quarts d'heure, en fait, en fonction, ça bouleverse complètement son horloge interne. Et lorsqu'on rentre chez soi après des périodes comme ça, on est complètement décalé. Ça veut dire que
on se lève, on peut avoir envie de se lever ou de se réveiller, en tout cas on se réveille en milieu de nuit, du coup on a envie de grignoter quelque chose, euh, pardon, un peu clairement aussi d'aller pisser, d'aller machin, voilà. En fait, avant que tout ce, je sais pas, tout ce qui est enfin, qui conditionne notre horloge interne se remette en place, il se passe un petit peu de temps, voilà. Et donc la vie familiale, en tout cas, pour un retour du Vendée Globe, elle n'est pas aussi simple que ça, voilà, parce qu'on est forcément décalé, on est complètement déboussolé, et le temps que l'horloge interne, elle va se remettre d'aplomb avant les 8 mois, mais en tout cas, il y a un tel décalage par rapport à ceux qui sont restés à terre que c'est un peu compliqué. Alors là, on a parlé pas mal des premiers qui font le Vendée Globe avec une intention de gagner ou d'être en tout cas dans le meilleur palmarès possible. Mais on voit qu'il y en a qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Enfin, j'imagine que ceux qui sont dans les derniers aujourd'hui, ils n'ont pas fait le Vendée Globe pour gagner. Ils l'ont fait dans une autre intention. Et en même temps, ils vont faire un effort pendant beaucoup plus longtemps. Donc, c'est aussi une sorte d'exploit qui n'est pas le même, parce qu'ils ne sont pas premiers, mais qui est quand même resté plus de 3 mois, c'est plus la même chose. C'est presque un tiers de temps en plus, c'est énorme, quoi. Ah bah c'est énorme, et c'est vrai qu'ils ils vivent quelque part une histoire tellement différente. Ils ne sont pas dans un. Enfin, je parle vraiment des derniers, hein, parce qu'il y a tout un paquet de gens qui sont au niveau du Cap-Vert, des Canaries, qui étaient dans Oui. les potentiels, en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai que les tout derniers, ils sont dans une autre histoire. Peut-être, par exemple, je parlais tout à l'heure du Chinois, je ne me rappelle plus de son nom, enfin, peu importe. Lui, c'est vraiment au niveau de sa nation, c'est vraiment un exploit humain et unique en Chine, parce que c'est le premier Chinois à faire ça. Donc, il est dans un trip complètement différent. L'idée, lui, c'était pas d'arriver 1, 2, 3 ou même dans les 15, dans le top 10 ou dans le top 15. Lui, l'idée, c'est de faire le tour du monde et d'arriver dans son pays après avoir fait son tour du monde. Et voilà, c'est sans doute un rêve de gauche. Je ne connais pas le skipper, mais en tout cas, c'est assez fort parce qu'il a réussi, et on sait qu'en Chine, tout n'est pas forcément facile. Il a réussi à créer son projet, à construire un projet, à faire son bateau et à monter une petite équipe et puis à être au départ des Sables d'Olonne le 10 novembre dernier. Donc, je trouve ça plutôt admiratif. Enfin, moi, je suis plutôt admiratif de ce genre de personnage qui arrive à la force des bras à monter des projets, parce que les projets Vendée Globe, c'est des projets lourds qui demandent beaucoup d'intensité, qu'on soit gagnant ou pas gagnant. Mais en tout cas, il faut beaucoup de force de conviction déjà pour prendre son projet à des partenaires. Et puis, il faut s'entourer, même si les équipes ne sont pas aussi peut-être performantes ou étoffées que celles des vainqueurs, mais en tout cas, il faut quand même du monde. Et on voit que même s'il va mettre beaucoup plus de temps, bah, il est toujours là, le Chinois, et il n'a pas encore passé le Cap Horn. Il a encore au moins, je pense, au moins un mois de course, voire 35-40 jours de course avant d'arriver. Et il y a quelque chose qu'il a fait, moi, qui m'a beaucoup, qui m'a touchée personnellement, qui m'a beaucoup marqué. Quand il a passé le cap de Bonne-Espérance, au moment où il est passé, il a prononcé les vœux de toutes les personnes en Chine qui le soutiennent et qui lui avaient demandé de se souhaiter des bonnes choses pour 2025, enfin pour les années à venir. Et il a lu face au cap de Bonne-Espérance les vœux de 300 ou 500 personnes. Alors rapidement, oui, et il l'a fait. Il y a une vidéo qui montre ça. Et en plus, il a décoré complètement son bateau pour en faire vraiment un lieu de rite où il a exprimé tous ses souhaits, enfin donc d'espérance face au cap de Bonne-Espérance. Et là, je me suis dit, c'est pas la même histoire, quoi. Clairement, il s'appelle Jin Kun-su. Je le prononce mal, mais voilà. Lui, je pense qu'il vit quelque chose qui n'a rien à voir, effectivement, avec le fait de gagner la course, quoi. Très clairement. En tout cas, d'après ce que j'écoute, là maintenant, ça veut dire qu'il a partagé avec tous les gens qui l'ont soutenu. Mais je n'avais pas suivi parce que c'est vrai que j'ai tendance à suivre un petit peu tous ceux qui font un peu enfin, la course, la compétition
pour la GAC. J'ai moins suivi, à tort sans doute, mais en tout cas, j'ai moins suivi les aventures depuis le départ, mais elles sont pas moins bonnes. Alors, je pense quand même que tu as suivi Violette. Ah bah oui, Violette, et justement, Violette. Bah, il m'amuse beaucoup, c'est pas du tout moqueur. Je suis vraiment admiratif de ce qu'elle fait parce que déjà, sa façon de compter les choses, de compter ses histoires, elle le fait déjà toujours avec le sourire, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les marins qui sont sur le Vendée Globe. Et elle le fait avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de naïveté. C'est pas du tout péjoratif. J'aime beaucoup la façon dont elle parle des choses, avec ses craintes, avec voilà, elle n'hésite pas à parler quand il y a de la mer très grosse et tout ça. Et je trouve ça assez sympa qu'il y ait une telle fraîcheur qui arrive dans ce monde, j'allais dire de brut entre guillemets, du Vendée Globe. Et justement, hier, elle a passé elle a transmis une vidéo où elle a changé un axe. Enfin, pour son été principal, c'est-à-dire le cap qui tient le mât, elle a été récupérer un axe en tête de mât pour le descendre et faire une réparation à l'étage du dessous. Donc tout ça à 28 mètres de haut. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette vidéo ce matin, j'étais assez bluffé. Et voilà. Donc j'ai beaucoup de respect. Elle est très jeune. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce genre de personnages qu'on découvre un petit peu dans le monde de la course au large. Et c'est tout bénéfique pour ce monde-là, justement, d'avoir des jeunes plein de fraîcheur et plein de spontanéité. C'est vraiment génial pour la voile. Et enfin, moi, ce qui me frappe aussi là, c'est que en fait, la course au large, dans les imaginaires, c'est un truc de marins ronchons et un peu dans leur monde, et surtout un monde très masculin, et voilà. Et puis très très exigeant parce que quand même on affronte l'océan tout seul. Enfin bon. Et en définitive, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est un des rares sports où les hommes et les femmes sont classés pareil. Enfin, ils sont à égalité. Ils vivent ça ensemble. Ils font la même course et les femmes peuvent gagner. Ça arrivé souvent. Voilà. Et aussi que l'âge n'est pas non plus du tout un facteur limitant. On a quand même des écarts d'âge dans ce Vendée Globe assez impressionnants. Et bon, je ne parle même pas de la route du Rhum qui a été gagnée par des skippers nettement plus âgés, quoi. Donc, ça me paraît être quand même un sport extrêmement inclusif de ce point de vue-là. Ah ben, sans compter les gens malades, sans compter ceux qui peuvent avoir des maladies ou ceux qui sont handicapés comme Damien Seguin. Donc, on est dans l'inclusion la plus totale. Exactement. Et quand on regarde ce Vendée Globe, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a 6. Et quand on voit les six personnalités de ces femmes qui sont sur le Vendée Globe, c'est extraordinaire parce que au moins 2 d'entre elles pouvaient prétendre à la victoire. Je parle de Justine Métraux et de Samantha Davis. Justine Métraux qui est une vraie guerrière et Samantha qui a un peu plus de 50 ans et qui est au taquet, qui est vraiment, qui fait une course vraiment magnifique. Il y a Pip Air qui a dû abandonner, mais qui est une vraie battante aussi. Elle fait des choses incroyables. Et qui a d'autres, Clarisse Kremer aussi, qui fait une course qu'on n'attendait pas forcément et qui fait vraiment une course géniale et elle se bagarre dans le top 12. Et le point commun, en tout cas, entre toutes ces filles qui, lorsqu'elles transmettent des images, qui fait vachement, beaucoup de bien et moi qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'elles en bavent aussi comme leur homologue hommes mais par contre, elles ont toujours la banane. Elles ont toujours la banane, elles le font avec le sourire. Et on parlait de Violette tout à l'heure, mais pareil, Samantha, Justine, elles ont eu des soucis. Elles ont eu des soucis qu'elles ont dû affronter et gérer. Mais en tout cas, elles ne sont jamais en train de pleurnicher. Voilà. Et moi, j'apprécie. Enfin, vraiment, je trouve que c'est des femmes super fortes. Et quelque part, moi, je disais au début, ce serait la bonne surprise d'avoir une femme qui arrive, qui gagne. Ça ne sera pas pour cette année, mais en tout cas, on peut imaginer que dans les années à venir, il y ait des femmes, peut-être l'une d'entre elles que je viens de citer ou d'autres, qui arrivent sur le Vendée avec la possibilité de gagner. Et ça, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à la voile. Hélène MacArthur était arrivée 2e en 2000. En 2001. Oui, c'est vrai. C'était quand même déjà. Elle était jeune aussi.
Oui, oui, c'était extraordinaire. Ouais. Donc, c'était un grand moment de la voile. Et puis, bon, Florence Artaud, mais c'était autre chose. C'était sur la route du Rhum. Voilà, donc on a eu, puis il y a eu d'autres femmes qui ont fait des belles choses aussi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, elles sont en petit nombre par rapport aux 40 participants. Participants, elles n'étaient que 6. Donc on peut espérer et en tout cas souhaiter que dans le prochain Vendée Globe, dans 4 ans, il y ait plus de femmes et avec des femmes encore capables de gagner et voilà, de performer sur cette forme. Mais en tout cas, quand on, quand on jette un œil sur les concurrentes en course aujourd'hui, on peut se dire que c'est des vraies battantes. Et moi, je suis très, très admiratif, en tout cas, de ce qu'elles font sur l'eau. Et elles font part de leurs peurs ou de leurs doutes, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et j'ai l'impression que du coup, les hommes aussi se mettent à parler un peu de leurs peurs et de leurs doutes à certains moments. Ouais, c'est Et, vrai. et, et j'imagine que la peur, c'est quelque chose qui est important pour un marin. Il ne le dit pas forcément, mais il doit bien le ressentir et il doit bien en faire quelque chose de cette peur, parce que c'est quand même un signal. Ouais, ben alors, enfin, moi, je parlerais plus d'angoisse et de stress que de peur. En fait, la peur, enfin, à mon sens, en tout cas, la peur, c'est quand on a peur, c'est qu'on perd la maîtrise des choses et qu'on subit les choses. Voilà. Et donc, je parlerais plutôt d'angoisse, des moments de stress. Et en fait, la peur, lorsqu'on tape un obstacle en mer, un conteneur ou un glaçon, enfin un morceau d'iceberg, là, on peut avoir une grosse peur ou un cétacé parce qu'on n'a plus la maîtrise de quoi que ce soit. Et là, on peut avoir de la peur. Voilà, on subit les choses. Comme un gamin, quand il pleure, en général, c'est parce qu'en fait, il a perdu, enfin, il perd le contrôle et il subit les choses. Voilà. Et je parlerai plus du stress, des états de stress. Ça peut être des stress intenses, mais en tout cas que de la peur. Mais ce qui est intéressant, effectivement, dans ce Vendée, c'est vrai que toutes les filles n'hésitent pas à en parler de leurs angoisses, de leurs doutes. Et effectivement, ça a dévié un petit peu, ça a influé la communication de certains skippers. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et en fait, quand on écoute un petit peu tous les commentaires de ces filles pendant toute cette période de Vendée, elles disent les choses un petit peu comme elles le pensent au moment où elles le disent. Voilà. Et elles sont moins dans la cachotterie, on va dire un peu d'une façon caricaturale. Le mec, il dit non, je ne veux pas montrer que j'ai peur ou que je suis angoissé parce qu'il ne faudrait pas que ça se voit. Et les filles, elles ne sont pas du tout dans ce mode de communication. Et c'est assez rigolo, c'est assez sympa et ça peut faire varier justement la communication à venir de certains speakers. Et quant au doute, moi j'ai toujours le sentiment, je suis plus à l'aise avec quelqu'un qui a des doutes que quelqu'un qui a que des certitudes. Voilà. Et donc, le doute, je pense qu'il fait partie de la normalité, que ce soit en entreprise, sur un bateau ou sur un terrain de sport. Voilà, il y a toujours les doutes, surtout dans un sport comme la voile, qui est aussi un sport mécanique, mais aussi de stratégie. Hein. Et donc, on a toujours le doute quand on va à droite, alors que peut-être que ça pourrait passer à gauche. Et là, je parle d'un système météo. On pense que ce qu'on va faire est peut-être peut-être mieux, mais on n'en est jamais sûr. On en est sûr qu'à la sortie, voilà. Et donc, le doute, ça fait partie du quotidien du marin. Et je pense que ça peut faire aussi, ça doit faire partie aussi du quotidien de chacune des personnes qui fait vivre une entreprise, voilà. Et on n'a jamais de certitude et d'avoir des doutes, ça permet aussi de se poser des questions et peut-être de se reposer un petit peu sur les idées des uns et des autres pour essayer de se rassurer dans un sens ou dans l'autre. L'impression que j'ai eue aussi, c'est qu'effectivement, elle n'avait pas peur d'avoir peur, pas peur d'avoir des angoisses ou pas peur d'exprimer leurs doutes. Exactement. Voilà, et je pense que tout le monde en a des doutes, des angoisses et des moments de stress, mais que la différence là, c'est qu'elles sont vraiment, elles affichent vraiment le fait que ça ne les perturbe pas d'avoir des moments de doute.
Et c'est chouette. C'est une façon d'accueillir les émotions qu'elles peuvent avoir tout du long. Enfin, que chacun, hein, d'ailleurs, elles ne sont pas les seules à les avoir, mais ça ouvre un peu la porte à une autre manière de se présenter au monde, quoi. Et du coup, de voir la course autrement, quoi. Ouais, non, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Et puis, bah, ça permet, je pense que ça va faire évoluer un petit peu la course, les mentalités, voilà. Et donc, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant et c'est vrai, quelquefois, on parle du Vendée Globe, de tout ce qui est bien, tout ça. Quelquefois, bah, c'est pas forcément en phase avec ceux qui ont un problème et qui remettent leur caméra et se mettent à exploser en larmes devant la caméra alors que le truc, il est. Non. Voilà. Ça, c'est un peu de la mise en scène. Voilà. C'est vrai que je suis moins en phase avec ça. De la spontanéité, j'adore. Et c'est vrai qu'on peut compter sur les filles qui sont sur l'eau actuellement pour avoir vraiment de la spontanéité. Et ça, c'est avec effectivement les doutes, les craintes, les stress, tout ce qui fait la vie d'un marin sur un bateau au Vendée Globe. Et le courage. Et le courage, bien sûr. Et le courage. Qui est quand même une vertu dont on a tous besoin au cours de sa vie. De ne pas avoir peur de se surpasser. C'est un peu ce qu'il faut pour faire le Vendée Globe. Et là, pas forcément que pour gagner, mais déjà pour aller jusqu'au bout. Et on sait que sur un Vendée Globe, tous les jours ou presque, il y a des occasions pour pousser la barre. Enfin, quand j'ai poussé la barre, c'est-à-dire pousser la barre et faire du nord et rentrer à la maison. Tous les jours, c'est possible. Donc, pour continuer, il faut avoir une motivation énorme, une envie énorme d'aller jusqu'au bout, quels que soient les obstacles. Évidemment, si le mât tombe, qu'il y a un pépin majeur, là, effectivement, on est obligé d'arrêter. Mais en tout cas, il faut être déterminé. Et cette détermination permet de passer tous les obstacles et puis de franchir tous les obstacles et puis d'aller au bout. Et en fait, c'est un peu le but du jeu. Et on voit d'ailleurs, là, il y en a un qui a l'ancien vainqueur, Damien Seguin, qu'est-ce que je dis, Eric Bessaven, qui a dû s'arrêter au Cap Horn. Donc c'est pas mal ce qu'il fait. Ils ont réparé le bateau en équipe et il a pris son bateau. Il est parti de Ushuaia et il continue en solo. Il n'est plus en course, donc on voit plus son classement. Mais je trouve ça assez fort. C'est cette détermination d'aller. On n'est plus en course, mais un des objectifs, c'était de finir la boucle, d'aller jusqu'au Sable d'Olonne et de finir le parcours. Et ce qu'il fait actuellement. Est-ce que au Vendée Globe 2020, il y a deux Isabelle Josse, Samantha Davis avaient dû abandonner, l'une au Cap, l'autre au Brésil. Elles ont réparé, elles ont continué leur course aussi en solo et j'ai trouvé ça génial par rapport à des marins qui ont laissé leur bateau et fait ramener leur bateau par des équipes pour rentrer au Sable d'Olonne. Voilà. Donc encore une détermination assez forte des femmes sur cette course. Alors j'imagine que peut-être ça peut être vis-à-vis de leurs sponsors, mais il y a autre chose. Donc c'est ils cherchent, enfin tous sont partis chercher autre chose que juste gagner une course. Clairement, quand tu pars comme ça. Ah bah oui, bien sûr, il y a autre chose que la gagne. Heureusement, parce que la gagne, il n'y en a qu'un, de toute façon. Donc, il faut aussi avoir d'autres motivations. Et la motivation, déjà, un tour du monde, c'est quand même pas anodin. Déjà, s'il y en a qui en doutaient un petit peu, lorsqu'on fait un tour du monde, à la limite, on fait toujours le même cap, j'exagère un petit peu, et on arrive au point où on est parti à un moment. Donc, quelque part, ça montre que la Terre est bien ronde, s'il y en avait qui étaient doutes. Donc, déjà, de faire le tour le tour de la planète, je trouve ça, moi, ça m'avait marqué justement au moment où j'ai rejoint le point que j'avais quitté 2 mois plus tôt dans l'Atlantique Sud. Je me dis, ça y est, j'ai fait le tour, voilà. Même s'il y a encore toute l'Atlantique à remonter.
mais c'est assez magique. Donc voilà, ça c'est une première motivation. Il y a évidemment les 10 bateaux, enfin les 10 skippers qui voulaient gagner, mais tous les autres, ils monter le projet, il faut monter le projet, en fait, donc c'est une sacrée source de motivation. Il faut faire le tour, se battre sur l'eau, tenir, s'engager. Enfin, il y a beaucoup d'engagement, donc il faut résister, il faut être quelquefois lucide dans la fatigue pour pouvoir gérer les problèmes. Il faut aussi prendre des décisions stratégiques alors qu'on est fatigué et qu'on n'est pas forcément à 100%. Voilà. Et donc, il y a tous ces enjeux qui permettent peut-être de mieux se connaître et quelque part, c'est un vrai défi. Hein. C'est un vrai défi. On parlait des défis d'équipe, mais aussi personnel, de savoir jusqu'à où on est capable d'aller, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et c'est vrai que si on arrive au bout d'un Vendée Globe, même si on met 15 jours de plus que les autres, ou 20 jours, ou un mois, je ne sais pas, mais qu'on arrive au bout, c'est quand même une sacrée victoire. Voilà. Quand même une sacrée victoire personnelle et puis ça engendre forcément, ça découle sur l'équipe, sur le sponsor, sur les partenaires et donc c'est du bonus pour tout le monde. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un moment où tu as été profondément heureux pendant la course du Vendée Globe, où tu as ressenti, où je sais pas, les choses allaient bien, enfin que tu as ressenti quelque chose de l'ordre de la plénitude ou autre d'ailleurs, hein, je dis ouais, ça, bah alors, rien. Quel genre de bonheur on a sur la mer comme ça? Les bonheurs, il peut y avoir de tout. Alors, le petit bonheur qui paraît énorme quand on est en solo et que j'en ai entendu quelques-uns pendant la course, ça paraît un peu stupide, mais de pouvoir prendre 1 heure et un moment dans la course et de se raser, se laver, et là c'est un vrai petit bonheur. Alors ça paraît un peu stupide hein, de dire, ça y est, c'est un vrai bonheur de se laver ce matin. On va forcément nous prendre pour des idiots. Et ça, c'est un petit bonheur. Mais autrement, dans les grands bonheurs, il y a le fait d'avoir, on a un souci, on arrive à le gérer et repartir, continuer sa course avec un bateau en bon état, voilà. Et ça, c'est un vrai bonheur d'avoir réussi à réparer une voile, d'avoir se tirer d'affaire d'une situation un petit peu difficile, d'avoir fait un bon coup stratégique aussi, c'est-à-dire on est parti à droite, et les autres sont partis à gauche, enfin bref, d'avoir bien navigué et d'avoir fait une belle navigation aussi, c'est un vrai bonheur. En fait, il y a plein de bonheurs. Et puis il y a aussi le bonheur à certains moments de voir son bateau marcher, son bateau est bien réglé, de franchir des, des marques importantes dans le Vendée. Et on parle souvent du Cap Horn parce que c'est le plus marquant. On passe toujours à côté du Cap Horn, pas forcément à côté des autres, de Bonne-Espérance, de Cap Lewin en Australie, mais en tout cas le Cap Horn, a priori, sauf mauvaise visibilité, mais on le voit, voilà. Donc ça aussi, c'est des moments de bonheur et de satisfaction qui sont assez grandioses et qu'on vit d'une façon assez égoïste parce qu'en fait, sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de transmission d'images et on peut les faire partager tout de suite. Mais quelquefois, on vit des choses assez extraordinaires, assez fortes, mais un peu d'une façon égoïste parce qu'on est un peu les seuls à les vivre au moment, à l'instant T. C'est pas égoïste, hein. Quand on est seul, hein. C'est normal de vivre les choses pour soi. Écoute, en tout cas, merci. En tout cas, je vois que tu aimes toujours la mer, ça, il n'y a pas de problème. Même sans course, tu es toujours sur le bateau, en l'occurrence. Ouais, l'amour de la mer est quand même toujours présent. Hein. C'est un peu le problème quand on est tombé dedans quand on était petit. C'est difficile de s'en sortir, voilà. Mais en même temps, j'essaie pas de lutter. Donc, c'est peut-être une bonne transition pour que Michel puisse nous en parler aussi un petit peu, parce que lui, il n'a pas fait le Vendée Globe, il n'a pas fait de course, il n'est pas tombé dedans quand il était petit du tout, mais il est tombé dedans il y a 2 ans. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est bien, bien accroché maintenant. Hein. Oui, en fait, avec effectivement, ce que tu décris, Marco, est vraiment, vraiment très, très, très vivant. Et en fait, c'est ce que j'essaie quand on fait une transat, quand on fait un convoyage, quel qu'il soit, c'est une petite chose qui, moi, à mon niveau, je perçois et que j'apprécie énormément et beaucoup. Et je voulais justement, effectivement, que tu nous dises ce que comment tu essaies de transmettre ça, en tout cas faire partager ça. Parce que là, c'est plus dans un monde d'égoïsme, parce que là, tu es dans un monde où
justement, avec ton projet aujourd'hui, tu fais partager ça. Alors moi, j'ai eu la chance donc, de faire une transat avec toi pour passer de la Bretagne aux Antilles là, au mois de décembre. Et effectivement, je retrouve à un moindre niveau, bien évidemment, parce qu'on est en mode convoyage, style croisière, et on n'est pas du tout en mode compétition, mais j'étais avec 3 autres dirigeants d'entreprise que tu as emmenés et que tu as fait partager ce genre de choses. Alors, des petits problèmes qu'on doit régler, des petits bonheurs, enfin bref, n'importe. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu essaies de faire partager justement ça au quotidien aujourd'hui au travers de ton projet d'Avelade MG5? Ouais, bah alors, en fait, c'est vrai qu'avec avec ce bateau d'Azelad MG5, on essaie d'emmener des différentes personnes à bord, que ce soit en séminaire d'entreprise, c'est pour ça qu'on propose le bateau à des entreprises, et sur des traversées, des transats, comme on vient de le faire effectivement, comme tu l'as souligné. Et je trouve que c'est assez, enfin pour moi, c'est un vrai exercice parce que c'est pas un exercice auquel j'étais habitué avant. Je dirais que je me rendais pas compte, mais de naviguer toujours avec des gens qui sont compétents, qui sont, voilà, ça va tout seul, et en fait, toutes les manœuvres, on a l'impression que c'est facile, ça roule. Là, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans avec ce bateau, je navigue beaucoup avec des gens qui n'ont pas trop d'expérience, mais enfin, sur ce bateau, il faut quand même manœuvrer, même si les gens ont moins d'expérience. Donc, on navigue. Moi, il a fallu que je m'adapte un petit peu dans le partage, en tout cas, des manœuvres, et peut-être essayer de plus évaluer un petit peu le niveau physique, le niveau tout simplement de chacune des personnes qui étaient à bord, pour pouvoir leur mettre à des postes un peu spécifiques. On essayait toujours, d'ailleurs, sur cette dernière traversée, que chaque personne ait toujours à peu près le même poste. Michel venait avec moi à l'avant, voilà. Et donc j'essaie de faire partager ça. Je suis pas forcément à faire des courbettes et machin toujours. Voilà, j'essaie de faire en sorte que les gens, déjà, ceux qui viennent à bord, soient en toute sécurité. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a beaucoup d'attention de ma part envers ceux qui sont à bord. Et puis, sans avoir un côté professeur, de répéter chaque manœuvre. Et puis, au bout d'un moment, ceux qui viennent à bord, même s'ils sont pas forcément, c'est pas forcément leur monde, mais ils apprennent. Et puis, à l'arrivée d'une transat, on fait une manœuvre. Et je dirais presque ça roule avec le SPI, avec enfin, la grande voile qu'on met devant et qui demande un petit peu d'intention. Voilà. Et petit à petit, chacun se forme. Voilà. Ce qui est un peu différent lorsqu'on est en séminaire, lorsqu'on fait des séminaires avec des collaborateurs d'une entreprise. Là, en général, c'est pour la journée. J'essaie de faire partager autre chose que, même si les gens peuvent participer aux manœuvres, mais on a toujours besoin d'aide pour hisser la grande voile. Mais en tout cas, voilà, là, c'est plus un partage entre les expériences que j'ai pu vivre et eux qui vivent en entreprise. Et puis voilà, il y a des échanges qui sont assez riches pour moi, comme pour eux. Et voilà, et on apprend beaucoup l'un avec l'autre. En tout cas, les sorties qu'on fait en séminaire d'entreprise, c'est plutôt des sorties à la journée où ils montrent, enfin, ils ont un petit peu une vision de ce qu'est un bateau. Et puis surtout, j'essaie de raconter un petit peu les courses vécues sur d'autres bateaux, voilà, sans essayer de jouer les anciens combattants, mais en tout cas, les partages sont toujours assez riches. Donc pour moi, c'est une vraie découverte avec ce bateau. Donc là, tu es aux Antilles. Je sais que tu as un programme de course sur les Antilles. Tu vas revenir donc en Bretagne au mois d'avril, mars-avril. Et là, tu auras de nouveau un programme de course. Et là, tu seras disponible pour déjeuner, séminaire, dans lequel tu emmènes les gens à la journée pour partager effectivement une expérience de vie sur le bateau. Ça, oui. Ok. Et ensuite, j'ai cru comprendre que tu préparais, en fait, tu avais en vision, en perspective, de préparer la route du Rhum en 2026. Ah ben oui, c'est un peu l'objectif de ce bateau. C'était le premier objectif, c'était en 2022, oui. La première route du Rhum. Dès la sortie de ce bateau de chantier, j'ai participé à la route du Rhum. Et donc, le prochain objectif sportif assez important, c'est la route du Rhum 2026. Et donc,
dès le retour du bateau, en dehors des séminaires qu'on va faire, on va aussi préparer cette course. Donc, il faut encore qu'on s'allie avec des partenaires pour préparer la course dans les meilleures conditions. Et puis, qu'on prépare le bateau et puis qu'on continue à, à faire vivre ce bateau partagé entre des courses. La route du Rhum en est une, et puis les courses qu'on fait aux Antilles, les Tours de Belle-Île et d'autres courses qu'on fait en Bretagne. Des séminaires d'entreprise. Là, on fait partager des moments avec beaucoup de monde. Et puis des transats où on embarque deux voire 3 personnes. Voilà. Et donc, on parlait tout à l'heure de ce que les gens vivaient en course. Moi, en tout cas, depuis 2 ans, j'ai l'impression d'être en apprentissage parce qu'en fait, tout ce que je fais depuis 2 ans avec ce bateau, c'est un peu de l'apprentissage, c'est un peu une découverte pour moi. Et après d'avoir couru d'une façon assez intense pendant 35-40 ans, voilà, d'avoir un peu divergé et d'être parti sur des projets où le partage est un peu différent avec des gens qui ont moins l'habitude de naviguer. Voilà, des partages d'expériences, en tout cas professionnelles, est assez riche et assez intéressant. Donc, tout ce qui est nouveau et tout ce qui me fait avancer me plaît. Et voilà, donc, je suis dans un moment intéressant dans ma vie de sportif. Voilà, Et un petit point important, c'est que tu l'as dit très très vite, c'est que ce bateau, tu l'as construit. Tu l'as construit et sur un mode très très intéressant. On parlait tout à l'heure avec Félicité donc d'inclusion, de partage, mais cette notion donc le bateau, la manière dont tu l'as conçu est d'une part un bateau de croisière mais rapide, et le mode de construction a été aussi particulier. Oui, alors ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est vrai que ce bateau, on l'a construit avec plusieurs un cahier des charges un petit peu spécifique. C'est-à-dire, on a un bateau neuf, donc le châssis, c'est-à-dire le châssis, les flotteurs, le flotteur et les bras de liaison sont neufs. Mais tout ce qui équipe ce bateau, du mât, des safrans, c'est-à-dire les gouvernails, les dérives, les ficelles, c'est tout ce qu'on voit derrière là-bas. C'est ce qui permet de faire les manœuvres du bateau. Tous ces équipements, l'électronique, sont issus principalement de bateaux du Vendée Globe, d'IMOCA. Voilà. Donc, quelque part, le bateau, il est équipé avec le mât, les dérives, les safrans et les cordages sont issus d'IMOCA. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu dans le cœur du sujet avec le Vendée Globe. Et ce bateau, il était vraiment. C'est de la réutilisation, en fait. On a vraiment fait de la réutilisation parce qu'en fait, dans les greniers de bateaux de course, comme je pouvais en avoir un avant, on a des tonnes de choses qui restent sur les étagères et au bout d'un moment, c'est plein de poussière et puis ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc, en fait, on a utilisé un petit peu nos réseaux dans ce monde-là pour pouvoir récupérer à bas prix tous ces équipements et d'avoir un bateau assez intéressant. Et c'est qu'avec équipé 80 à 95% d'équipements de recyclage, enfin de réutilisation plutôt. De réutilisation, parce que oui, à moindre prix par rapport à en avoir à racheter neuf peut-être, mais surtout ce qui est intéressant, c'est cette volonté d'économie circulaire et donc de réutilisation de tout ce matériel qui était voué à partir à la casse, quoi, en gros. Hein. Alors exactement. Si je résume un petit peu, le mât, c'était un mât d'IMOCA de Jean Le Cam, les safrans, c'était à Jérémy Biou sur un IMOCA qu'il avait avant, les dérives, c'était Damien Seguin, tous les cordages, c'était moi sur mon bateau Safran, et c'était aussi l'IMOCA de Rothschild, Gitana, voilà, et enfin bon, tout est issu de bateaux de course, et essentiellement de l'IMOCA, donc c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un nouveau bateau qui a déjà une histoire par rapport à l'équipement qu'il a à bord. Super. Merci beaucoup Marc hein, pour nous avoir partagé tout ça et puis pour nous amener un peu de perspective de chaleur parce qu'il fait très très froid ici à Paris, on frise les zéros là depuis 2-3 jours et donc de voir ce beau soleil, enfin pas tout à fait soleil mais on voit bien quand même qu'il y a du ciel bleu et qu'il fait chaud. Non, mais si ça peut vous rassurer aujourd'hui, bon, j'ai pas frimé mais bon il fait 28 mais par contre le temps est un peu gris donc le temps est un peu gris. Oui. Le temps est un peu gris et voilà, c'est génial d'être dans ces belles îles des Antilles pendant une partie de l'hiver, c'est parfait.
En tout cas, merci, merci d'être venu discuter avec nous à 8 h du matin. Hein, c'est ça, il est tôt pour toi. Hein. Ouais, bon, ça va, aux Antilles, on se lève tôt, ça va. On n'est pas dans la nuit, mais bon, ça va. On n'est pas dans la nuit. Mais merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très intéressant. Et puis, écoute, bonne navigation jusqu'à ton retour en France. Enfin, en France, en métropole. Et puis, on espère qu'on aura l'occasion à nouveau de reparler de tout ça. Mais en tout cas, c'était super d'avoir ton regard sur le Vendée Globe. Avec plaisir. Un nouveau webinaire avant la fin des derniers, peut-être. Pourquoi pas? Ah ben oui, exactement. Oui. Avant la fin de l'année. Tout à fait. Non, pas de l'année, de l'arrivée des derniers du Vendée. Ah oui, tout à fait. Avant l'arrivée des derniers du Vendée. Absolument. En tout cas, c'est sympa que certains l'ont mis dans les messages, de voir la mer et avec le drapeau breton en perspective. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Il a du mal à... Oui. Et par contre, on voit que la canne à pêche est à poste, et ça, c'est plutôt bon signe aussi. Oui, elle n'est pas séchée. Hein. Bon vent à toi, Marco. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt sur les ondes. Ça marche. Bye bye. Ciao. À très bientôt.